Pourquoi le président Damiba n'est toujours pas extradé au Burkina Faso? Ce sont les mesures prises pour rendre la libre circulation dans l'AES sans raquette. Également, à quand la monnaie AES? Il y avait d'autres forces, en plus des forces françaises ici, par exemple, qu'on a fait partir. Ils sont partis dans le silence, sans faire vraiment du bruit, mais les gens ne se sont pas rendus compte. Il y avait des permis miniers ici qui avaient été donnés à des puissances aussi qui refusent carrément même de nous accompagner et tout. Au jour d'aujourd'hui, il y a un bon nombre de permis que moi j'ai déjà retirés et on va continuer. La dénonciation des accords avec la France qui a marqué un tournant dans la politique étrangère du Burkina. Quel impact cette décision a-t-elle sur notre sécurité et nos alliances internationales? Bon, je disais tantôt que nous, notre action est intrinsèquement liée à beaucoup de personnes à l'étranger. Donc la dénonciation de ces accords, c'est une chose, mais ce n'est pas que ça. Il y a d'autres choses qui ne sont pas visibles, que les gens n'ont pas perçues. Il y avait d'autres forces, en plus des forces françaises ici, par exemple, qu'on a fait partir. Ils sont partis dans le silence, sans faire vraiment du bruit, mais les gens ne se sont pas rendus compte. Mais ils ne sont pas partis parce qu'ils le veulent, parce qu'ils sont contents, mais ils continuent d'agir contre nous. Je prends par exemple, on parle des accords avec la France. Il y avait des permis miniers ici qui avaient été donnés à des puissances aussi qui refusent carrément même de nous accompagner et tout. Au jour d'aujourd'hui, il y a un bon nombre de permis que moi j'ai déjà retirés et on va continuer de retirer. Vous pensez que quoi? Ça va influencer forcément sur nous parce qu'ils ne sont pas contents. Forcément sur le volet sécuritaire, il faut qu'on s'apprête. Voilà pourquoi au tout début, par exemple, nous n'avons pas parlé des permis. Nous attendons d'être à un certain niveau aussi avant de... C'est par étapes. Et je pense qu'il y a forcément un lien, mais nous avons pris en compte cette donnée-là. Un des risques, c'est cette situation que nous vivons, la déstabilisation. Parce que si vous voulez redresser la barque d'un tel pays, forcément, vous êtes obligé de sévir. Et en sévissant pour redresser, vous créez des ennemis internes et externes. Il faut donc s'attendre à ces situations de déstabilisation, d'assassinat et de tout. Parce que nous avons touché aux intérêts de beaucoup de personnes. Il y a donc une inégalité sociale, il y a de la corruption, il y a une mauvaise gestion de la chose publique. Si nous essayons de vouloir redresser tout ça, forcément on va toucher aux intérêts individuels de certaines personnes. Et ces personnes très souvent sont riches, ont de l'argent, utilisent cela pour manipuler souvent des personnes plus pauvres qu'elles, pour nous les mettre à dos en fait. Ça c'est à l'interne et ces mêmes personnes n'hésitent pas à coaliser donc avec les forces impérialistes qui passent leur temps donc à nous endeuiller, à nous appauvrir. L'autre point, ce sont ces forces extérieures-là. Il y a beaucoup de pays aujourd'hui qu'on a sous le dos et on n'a pas le choix, il faut le faire. Voilà, si nous voulons que notre patrie soit indépendante, si nous voulons notre souveraineté, si nous voulons que les Burkinabés mangent à leur faim, si nous voulons que nos enfants aillent à l'école sans payer un franc, si nous voulons que demain, le paludisme qui est une des maladies les plus répandues au Burkina Faso, que nous puissions soigner notre population sur certains mots à 0 franc. Voilà certains rêves que nous avons. Mais il va falloir faire beaucoup de concessions, il va falloir empêcher certaines puissances de nous piller et ça crée beaucoup d'ennemis. Donc nous sommes préparés à ces situations, nous les vivons comme normal en fait. Voilà, donc ça ne nous ébranle pas, ça ne nous fait pas peur, ça nous donne encore le courage d'avancer parce qu'à travers ces événements, nous savons que la ligne directrice que nous avons optée est la meilleure ligne pour notre patrie. Pourquoi le président Damiba n'est toujours pas extradé au Burkina Faso? D'accord, donc sur cette question, je pense qu'il y a eu depuis un temps donné ces implications avérées dans ces projets de déstabilisation et tout. Mais le dernier projet où quand même c'était en lien avec des terroristes, nous avons donc repris les discussions avec les autorités togolaises. Aujourd'hui même peut-être qu'on devrait se voir, mais avec voilà, l'échange que je devais avoir avec mon peuple, j'ai décidé de surseoir à cette réunion. Nous sommes là-dessus parce que, en toute honnêteté, nous n'avons pas voulu, aux premières heures, nous comporter de manière désagréable avec un ancien président. Quoi qu'on dise, c'est un ancien président. Donc j'avais des autorités togolaises, il peut rester là-bas, nous n'avons aucun problème. Et nous communiquons très bien de tout ce qui se passe avec les autorités togolaises. Et vraiment, il n'y a pas de souci sur ce volet. Dès qu'il y avait certaines visites, ils nous disaient s'ils veulent mener certaines actions, ils nous avertissaient en fait. Et
Actuellement, je pense qu'eux aussi doivent être choqués et surpris de découvrir ce qu'il y a. Mais nous sommes parlé déjà au téléphone, mais on ne peut pas parler au téléphone de sujets assez sensibles. Nous devons nous voir physiquement pour parler d'un certain nombre de sujets. Et une fois qu'on le fera, donc, vous serez donc situés sur cette question. Donc vous rassurez l'opinion publique et très prochainement, il sera extradé au Burkina? Je ne rassure pas, j'espère. D'accord. Voilà. Si je dis je rassure, j'aurais peut-être menti si ce n'est pas fait. Je préfère vous dire que j'espère. Quelles sont les mesures prises pour rendre la libre circulation dans l'AES sans raquette? Également, à quand la monnaie AES? Très bien, je pense que cette question de raquette est à l'ordre du jour. Des instructions fermes ont été données déjà au ministre de la Sécurité pour déjà commencer à sévir contre cette question de raquette. Il y a des dossiers qui sont actuellement en justice même sur certaines personnes et j'ai instruit donc d'accélérer le processus parce que ils m'ont aussi rassuré qu'ils sont dans des enquêtes parce que c'est plus large que ce qu'on pense le réseau. Les raquettes, ce ne sont pas de bons comportements. Surtout, malheureusement, ce sont des forces de sécurité qui le font. C'est vraiment pas de bon comportement lorsque nous voulons aller dans l'Union, dans la Confédération. Et cette semaine, je pense que les experts des identifications de la sécurité sont réunis à Bamako. Et l'objectif, c'est d'harmoniser un certain nombre de documents de voyage, mais aussi d'identité. Et donc, il y aura une carte d'identité AES qui doit voir le jour. Et avec ça, ou le passeport AES, nous devrons pouvoir circuler librement sans raquette. Et nous mettrons aussi dans chaque pays un certain nombre de dispositions qui permettent aux usagers de rendre compte ou en tout cas de dénoncer les cas de raquette. Déjà au Burkina Faso, nous avons pris beaucoup de mesures et actuellement c'est en cours de mise en œuvre, notamment donc le centre d'appel qui peut aussi être utilisé, les dénonciations qui peuvent être faites jusqu'à la présidence du Faso et nous avons mis en place le CRD qui doit sévir au-dessus de toutes les autres considérations de textes qui peuvent exister. Et le CORAG, comme on le dit, actuellement est instruit aussi d'enquêter sur toute forme de corruption, de raquettes ou de dossiers mal gérés. Ils sont là-dessus dans les jours à venir. Il y a des choses qui vont sortir et nous allons instruire la justice de prendre les mesures nécessaires pour que les individus qui seront pris dans des situations comme ça puissent payer. Quel est le sort réservé à ces comploteurs-là? Comme nous l'avons dit, à partir de cet instant, je ne vais pas rentrer dans les détails, chacun va assumer. Si quelqu'un entreprend des démarches comme ça, il assume toutes les conséquences. Monsieur le Président, comment se fait aujourd'hui la coordination de la lutte contre le terrorisme au sein de l'espace AES au regard des attaques qui se multiplient dans l'espace AES? Oui, la coordination se passe très bien. Et comme vous l'avez dit, les attaques qui se multiplient, l'AES est une cible. Voilà, c'est voir des Africains s'unir, c'est pas bon pour d'autres personnes. Donc, il faut tout faire pour casser cette alliance. On comprend, mais nous sommes là pour ça. Et voilà pourquoi très tôt nous avons commencé donc à mettre en place immédiatement dans chaque pays des officiers de liaison. Voilà, donc il y a des Burkinabés au Mali et au Niger qui participent donc au centre des opérations. Il y a des Maliens, des Nigériens au Burkina, ainsi de suite. Donc dans chaque pays, il y a des équipes d'officiers qui ont été dépêchés pour faire office de liaison, pour coordonner au niveau des centres des opérations tout ce qui se fait en interarmes. Je vous ai parlé tantôt de la formation. On a fait beaucoup de formations ensemble. Et si vous vous souvenez, dès le départ, il y a des gens qui ont signalé entre-temps des forces spéciales guinéennes qui étaient ici. Ils sont venus nous aider à former. Et dans l'AES, on a eu beaucoup de formations ensemble. Vous avez dû voir des rumeurs qui ont circulé des forces burkinabées à l'aéroport de Niamey, ainsi de suite. On a fait de l'entraînement ensemble, mais on fait aussi du combat ensemble. Chaque semaine que Dieu fait, vous allez trouver des unités burkinabées et nigériennes ensemble en train de manœuvrer. Donc la coordination, on peut dire actuellement, est plus que parfaite. Que ce soit dans les moyens terrestres ou donc au niveau des vecteurs aériens, nous arrivons à très bien coordonner, à nous appuyer mutuellement tant qu'on peut. Donc actuellement, c'est la force sahélienne qui est en gestation, ce que vous appelez force conjointe. Donc il y aura l'état-major unique qui sera donc mis en place avec une très grande force pour pouvoir agir dans tout l'espace. Et c'est quelque chose qui peut prendre peut-être quelques mois, mais nous sommes là-dessus. Qu'est-ce qui s'est réellement passé à Barsalgo? Barsalgo, je ne vais pas rentrer aussi dans les détails, mais Barsalgo, je pense que j'étais personnellement visé. Parce que Barsalgo et moi, il y a une histoire. Barsalgo et la situation du pays, il y a une histoire.
voilà, en juillet 2022. Vous pourrez peut-être après vous renseigner sur place à Barsalgo. J'ai défié beaucoup d'ordres pour m'interposer pour que Barsalgo ne tombe pas. Et donc j'ai sacrifié beaucoup de choses quand même à Barsalgo. C'est le lieu pour moi de remercier beaucoup de gens qui nous ont soutenus dans notre manœuvre pour que Barsalgo soit. Et je pense qu'ils ont ciblé Barsalgo parce que ça allait me toucher. Voilà, c'était l'objectif. Je ne veux pas rentrer dans certains détails. Mais bon, peut-être qu'un jour nous aurons l'occasion d'en parler. Il y a maintenant 2 ans que, sous votre impulsion, le Burkina Faso a engagé une guerre totale contre les groupes armés terroristes. Aujourd'hui, quel bilan faites-vous de la reconquête du territoire national? D'accord, merci. Nous ne cesserons de parler de la situation donc, du terrain, parce que c'est l'essence même de notre combat. Et comme vous avez pu le constater, je pense que dès qu'on a commencé nos actions, il y a eu un autre visage du terrorisme que les Burkinabés ont découvert. Voilà, donc ça nous a interpellé beaucoup, que ce n'est pas juste du terrorisme. Je pense que l'objectif de ces gens est encore plus grand que ça. La dernière fois, je parlais de guerre de 4e génération. Voilà, ils ont manipulé beaucoup de gens pour les mettre contre leurs frères. Aujourd'hui, vous regardez tant chez les terroristes que chez nous, ce sont des jeunes qui meurent. Et donc, il faut freiner ça, il faut arrêter ça vite. Et pour le faire, il fallait s'armer de courage, se former, recruter, parce que l'effectif, l'équipement, rien n'était à la hauteur pour pouvoir faire face. Et je me souviens que les terroristes avaient dit que le 31 décembre 2022, ils allaient fêter la fin d'année à Ouagadougou. Et après, quand on fait l'analyse, on se rend compte qu'ils pourraient le faire. Qu'est-ce qui allait les arrêter? Je ne vois pas. Avec leur nombre qu'ils avaient, les cellules dormantes et tout, s'ils s'activaient un jour 20 décembre comme ça, ils pourraient fêter à Ouagadougou, rien ne pourrait les arrêter. À moins qu'on fasse appel encore à ces mêmes puissances qui les ont créées pour venir s'interposer et nous mettre encore dans l'esclavage. Donc, quand on a pris nos responsabilités, vous avez très vite vu qu'on a commencé à recruter, tant sur le volet militaire et aussi au niveau des VDP, pour essayer de contenir la menace. Aujourd'hui, l'armée est beaucoup plus équipée qu'elle ne l'a jamais été, mais nous disons encore ça, ce n'est rien. L'équipement va venir 10 fois, beaucoup de fois plus performant que ce que nous avons. Nous allons continuer à recruter pour avoir une armée forte, parce que l'indépendance, la souveraineté, tant que vous n'avez pas une armée forte, vous ne pouvez pas vous assumer. Donc ça va continuer dans ce sens et nous continuerons de faire face à la menace ainsi. Je vois que le moyen de consommer local, on l'a lancé et ça nous tient beaucoup à cœur. Si vous remarquez d'abord sur le plan vestimentaire, les premiers actes que nous avons eu à poser, on a fait une analyse d'un certain nombre de facteurs. D'abord, il faut promouvoir ce que nos artisans sont en train de mettre en œuvre, c'est-à-dire le Faso d'Anfani, le Koko Donda, un certain nombre d'articles vestimentaires qu'on a décidé de promouvoir. C'est ce qui nous a amené à un moment donné de réfléchir sur la question par exemple des touches des enseignants qui étaient importés chèrement. Et donc on a instruit le ministre de changer par exemple les touches. Aujourd'hui, c'est fait en Faso d'Anfani. Les dames qui le font, mais il y a beaucoup de dames qui ont rejoint donc l'atelier et ça fait une grosse main-d'œuvre qui est employée. Également, l'instruction a été donnée à ceux de la justice de changer leur touche pour pouvoir s'adapter donc à notre Faso d'Anfani et beaucoup d'autres couches sociales, même dans l'armée. Je pense que si vous avez bien suivi la tenue même du ministre au Conseil des ministres, c'est du Faso d'Anfani en fait. Donc il y a beaucoup de choses qu'on essaie de faire promouvoir ce qui est fait localement. Et dans plusieurs autres domaines, surtout dans les produits transformés. Donc actuellement, nous sommes dans la dynamique de promouvoir tout ce qui arrive à transformer nos matières premières, c'est-à-dire les produits alimentaires, pour que ce soit consommé par les Burkinabés. Ce qui nous a mené d'ailleurs à prendre un décret dernièrement pour instituer le fait que si quelqu'un veut importer un produit, peu importe le produit, tant qu'il y a des Burkinabés qui le fabriquent, il est obligé d'abord de prendre au Burkina, et lorsque maintenant ça ne suffit pas, il peut aller prendre à l'extérieur. Donc c'est un acte fort qu'on a posé pour pouvoir encourager ceux qui produisent localement et que ce soit consommé par les Burkinabés. C'est une phrase qui a emballé beaucoup de gens, mais il faut que les gens arrêtent de s'emballer avec ça. Réconciliation nationale, qui est en conflit avec qui? Il faut se poser la question. Nous sommes en conflit avec des bandits armés qui tuent sans distinction. Nous ne voulons pas nous réconcilier avec eux. Si c'est ça que les gens appellent réconciliation, nous ne voulons pas cette réconciliation-là.
soit ils arrêtent, ils déposent leurs armes, ils reviennent à la République, mais nous ne pouvons pas laisser des gens en train de nous tuer et nous asseoir parler de réconciliation. Parce que la formation, il ne faut pas la bâcler. Et c'est l'occasion donc de remercier donc, certains pays, donc, notamment les pays de l'AES, qui nous ont donné un coup de main au départ. Le Niger, nous avons envoyé des troupes au Niger formées pour revenir s'installer. Nous avons envoyé des troupes au Mali formées. Nous en avons envoyé donc au Togo. Aujourd'hui, depuis que nous avons pris notre destin en main, comme on le dit, la plupart des pays européens qui offraient des formations au Burkina ont systématiquement fermé. Et certains pays, malheureusement, donc, qui sont nos voisins, ont automatiquement aussi fermé les rapports militaires avec nous, ont cherché nos stagiaires qui étaient chez eux. On a répondu à la réciproque aussi. Mais nous avons compris que nous pouvons nous former nous-mêmes, on n'a pas besoin forcément d'eux. Parce que la formation, c'est une question d'expérience dans la guerre et on réadapte en prenant en compte certains paramètres pour les nouvelles recrues. Donc nous partons à un rythme qui peut paraître là à leurs yeux, il faut recruter beaucoup, mais nous voulons aussi bien les former, bien les équiper pour qu'ils puissent être efficaces sur le terrain parce que la menace grandit. La mine d'or de Poura est inscrite dans votre agenda. Merci. Il faut dire que toutes les mines d'or sont inscrites actuellement dans notre agenda parce que pour l'or, quand même, nous savons l'exploiter. Et c'est ce que je disais, je ne comprends pas pourquoi on sait exploiter l'or et qu'on doit donc laisser des multinationales venir exploiter notre or. Donc c'est dans ce sens que j'ai dit qu'il y a des permis qu'on est en train de retirer et qu'on va le faire nous-mêmes. Donc la mine d'or fait partie, et de Poura, pardon, fait partie de ces mines que nous comptons exploiter. L'APEC, si vous voyez, l'APEC a commencé dans la zone du sud-ouest avec sa première mine. Nous allons continuer aussi, autant qu'ils vont monter en puissance, à leur donner des permis pour qu'ils exploitent eux-mêmes. Et l'autre société, la Sopamib est actuellement aussi opérationnelle. C'est à travers la Sopamib que nous avons donc payé les 2 mines Bongo et Oignon. D'autres mines seront donc dans le patrimoine de la Sopamib pour leur permettre aussi d'exploiter ces mines industrielles-là. Donc Poura fait bien partie. Les détails des projets tels que Fassoraï. Oui, il y a beaucoup de projets qui sont initiés, il y a beaucoup de projets encore qui restent à venir. Fassoraï, c'est parti d'un constat. Nous voulons faire des rails, parce que les rails qui sont là ne sont pas du tout modernes. Voilà pourquoi vous avez des vieilles locomotives. Ce ne sont pas des rails aux normes internationales actuellement. Aucune locomotive au monde ne peut rouler sur ces rails-là, en réalité. Donc nous voulons avoir des rails aux normes pour avoir des trains modernes. Et ce qui nous a amené à prospecter un peu à travers le monde pour créer des lignes de rails. Mais on s'est rendu compte que le coût est très 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 élevé. Les derniers dossiers que j'ai vus, les kilomètres de rails nous coûtaient entre 17 et 18 millions d'euros. Donc plus de 10 milliards. Vous faites 300 km de rails, vous êtes à plus de 3 000 milliards. Donc nous avons décidé, au lieu de faire ça, s'endetter pour ce genre de construction, nous préférons envoyer l'emploi au Burkina. Donc mettre en place l'usine carrément qui produit les rails et qui pose les rails. Et ce sont des Burkinabés qui vont être employés dedans. Donc c'est ce qui nous amène à les prospecter et c'est en bonne voie. Nous sommes donc en train en phase de faire les contrats avec les partenaires qui veulent nous accompagner aussi avec ça pour l'implanter et produire nos rails. Là quand même on pourra desservir beaucoup de zones dans le pays.